Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue ce matin à ce webinaire des dialogues pour le climat qui a été co-construit avec le Climatoscope et l'Université de Montréal. Donc, un petit déjeuner ce matin à saveur de la santé mondiale. Donc, merci d'être là avec nous ce matin durant les dialogues pour le climat, une programmation intersectorielle qui se déroule en parallèle de la COP28 cette année. Donc, merci à tous et à toutes et bon webinaire. Bonjour tout le monde, bon matin. Je m'appelle Jérôme Leclerc, je suis infirmier clinicien, je travaille comme chargé de projet au CIUS de l'Est de l'île de Montréal et puis je suis membre du conseil de coordination du Réseau d'action pour la santé durable du Québec. C'est moi qui va animer le panel aujourd'hui, donc ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être présent. Euh, donc on a un sujet fort intéressant aujourd'hui, le défi d'une santé pour plus de 7 milliards d'humains, lumière sur les enjeux du secteur de la santé face au changement climatique. Euh, on va commencer par une brève reconnaissance territoriale. Donc, bien que l'événement se tienne en virtuel, il y en a plusieurs d'entre nous qui sont présentement à Tiohtià:ke, communément appelé Montréal. Donc, c'est un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones. Par la présente, nous tenons à honorer, reconnaître et respecter les nations vivant sur ce territoire et les remercier pour leur hospitalité. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de santé aujourd'hui? Parce que l'OMS a déclaré la- les changements climatiques comme la plus grande menace pour la santé du 21e siècle. Et évidemment, ça va affecter les populations partout dans le monde. Dans ce contexte, les institutions de la santé publique de tous les pays doivent jouer un rôle vital pour répondre aux impacts climatiques sur la santé de la population. Paradoxalement, par contre, notre réseau de la santé contribue aussi au GES. Donc, on a une population à soigner des effets des changements climatiques, mais on contribue également au problème de l'ordre de 4 à 5 où en fait, au Québec, on a une étude qui est sortie plus récemment par la firme Dunsky, Énergie et Climat, financée par l'Association pour la santé publique du Québec, euh, qui nous a sorti le chiffre de 3,4 des GES au Québec qui sont produits par notre réseau de la santé. Donc, tous les États doivent se préparer, doivent préparer leur réseau de la santé face à la crise climatique. C'est un peu ce qu'on veut explorer aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut se préparer? Comment répondre aux besoins de notre population? Comment est-ce que ça va nous affecter? Donc, on a trois panélistes que je suis très content qu'ils soient avec nous aujourd'hui pour discuter avec nous. Nous avons Patrick Claus, qui est professeur agrégé à l'École de travail social et au département de médecine sociale et préventive à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Nous avons Fleury Ouendo, qui est médecin clinicien, assistant de recherche à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et lauréat de la bourse d'excellence du regroupement étudiant de maîtrise, diplôme et doctorat de l'Université de Sherbrooke. Bonjour Fleury. Bonjour. Et Sarah Maud Guindon, qui est gestionnaire en intervention rapide à la Croix-Rouge. Bonjour. Donc, avant que je vous lance sur la première question, juste peut-être mettre en contexte un peu, parce qu'on va souvent parler de santé durable. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la santé durable? En fait, on peut reprendre la formule de base qui est un esprit sain dans un corps sain, mais en rajoutant dans un milieu de vie et un environnement sain. Ça, c'est assez acquis. La majorité du monde comprenne déjà ce concept-là, mais on rajoute une autre étape qui est sur une planète en santé. Parce qu'évidemment, si on veut avoir des environnements en santé, il nous faut une planète en santé. Si on veut un corps en santé, il nous faut un environnement en santé. Donc, la santé durable, en fait, c'est une vision globale, holistique de la santé d'un individu en partant du psychologique, du physique, en allant jusqu'à la santé de notre planète pour qu'on puisse vivre de façon saine à long terme. Le panel aujourd'hui va être divisé en trois sections. Il va y avoir une première section où est-ce qu'on va faire un portrait des liens entre la santé et les changements climatiques. Ensuite, on va parler un peu des rôles différenciés des communautés, des gouvernements, des ONG par rapport à la problématique des changements climatiques et de la santé. Puis enfin, on va essayer de finir sur une note un peu plus positive avec des pistes de réflexion et des solutions à apporter. À la toute fin, on va avoir une période d'échange avec les panélistes, donc vous pourrez soumettre vos questions dans le chat. On va essayer de répondre du mieux qu'on peut.
Donc, on se lance. On a beaucoup de sujets qu'on veut couvrir en seulement 1 heure. La première question s'adresse aux 3 panélistes. Vous avez un petit 4 minutes pour répondre chacun. Donc, selon l'OMS, les changements climatiques constituent la plus grande menace sanitaire à laquelle l'humanité est confrontée durant notre siècle. En quoi est-ce que les changements climatiques représentent, selon vos perspectives respectives, un enjeu de santé publique de première importance? Sarah Maud, tu peux commencer. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, moi, je vais répondre à cette question-là en abordant le tout d'une perspective de gestion des urgences et d'une perspective humanitaire, étant donné que, en travaillant pour la Croix-Rouge, c'est mon rôle c'est l'objectif du mouvement de soutenir des personnes à la suite d'un événement d'urgence. Donc, dans le fond, de ces 2 perspectives-là, les changements climatiques sont un enjeu de santé publique parce que ils vont toucher, dans le fond, davantage de personnes et qu'ils vont générer des effets cumulatifs sur la santé. Et là, je vais m'expliquer pour ça. Dans le fond, on s'attend à ce que les changements climatiques vont entraîner une augmentation de la fréquence et une augmentation de l'intensité des événements climatiques. Donc, s'il y a plus d'événements et que plus de personnes, que les événements ont une plus grande intensité, on peut s'attendre à ce que plus de personnes soient touchées. Donc, il pourra avoir possiblement plus de pertes de vie humaine et il y aura aussi plus de perturbations des modes de vie des personnes. Et toute perturbation du mode de vie d'une personne va avoir un impact sur sa santé, surtout si on fait le lien avec la description de santé durable que Jérôme vient de nous donner. Je vous donne des exemples. Par exemple, je dois évacuer mon logement en raison d'un feu de forêt. Hein. L'été dernier, la saison de feu de forêt a été très, très importante au Canada. Je dois évacuer mon logement, même ma communauté. Alors, je vais vivre un stress lié à l'évacuation, mais je vais vivre aussi un stress lié à l'incertitude quant à l'état dans lequel je vais retrouver mon logement et ma communauté. Déjà là, on parle d'un impact sur la personne. Le feu, malheureusement, a ravagé la communauté et mon logement. J'ai perdu à la fois mon logement et possiblement mon travail. Donc, je n'ai plus de moyens de subsistance ni de logement. Donc, je vais vivre du stress lié à ça. Et ça va aussi entraîner une perte de points de repère si j'ai plus accès à ma communauté et possiblement une perte de mon réseau de soutien ou une perturbation de ce réseau de soutien-là. Donc, je ne saurais plus exactement où aller chercher les mêmes ressources que j'avais avant. Donc, encore là, un effet perturbateur du mode de vie. Et ce que j'ai observé vraiment aussi, si je parle d'un point de vue personnel, mon expérience au sein du mouvement de la Croix-Rouge au cours des 10 dernières années, à la fois comme bénévole et employé en gestion des urgences, c'est vraiment cet impact perturbateur-là sur les gens qui doivent évacuer leur communauté, qui vivent un événement, qui sont dans le fond touchés par un événement climatique. Et l'un des premiers impacts qu'on voit en rencontrant les personnes touchées par de tels événements, c'est l'impact psychosocial en raison de la déstabilisation de votre vie. Donc, si on a plus de gens touchés dans cette situation-là et aussi qu'on a une plus grande fréquence d'événements climatiques, ça peut devenir plus difficile de se rétablir parce que là, on a un effet cumulatif. Plus d'événements, de plus grande intensité, peut-être plus rapprochés. Donc là, c'est là qu'on bâtit l'effet cumulatif et que les gens vont peut-être commencer à avoir plus de difficultés à se rétablir. Et dans le fond, quand un autre événement va arriver, ils vont être déjà dans une position de plus grande vulnérabilité qu'avant. Parce qu'il faut se rappeler que on transporte notre vulnérabilité et que quand il y a un événement, cette vulnérabilité-là peut s'aggraver. Et dans le fond, si on n'a pas le temps de se rétablir correctement entre des événements, bien, en ce moment-là, la vulnérabilité, elle est augmentée. Donc, ce que ça entraîne pour nous au niveau humanitaire, au niveau de la gestion des urgences, c'est possiblement une complexification des contextes humanitaires dans lesquels on va intervenir. Parce que les événements climatiques sont pas les seuls qui nous touchent. Donc, on intervient dans des contextes socio-économiques, politiques, et en plus, il y a les événements climatiques qui vont augmenter en intensité et en fréquence et augmenter les impacts sur les communautés et venir jouer sur la vulnérabilité. Donc, c'est à ce niveau-là que pour nous, dans le fond, un type de mouvement là, est basé sur l'expérience et c'est là qu'on voit l'impact sur la santé publique. Super, merci beaucoup, Sarah Maud. Patrick? Oui, merci, Sarah. Comme
perspective est interdisciplinaire et je dirais presque aussi transsectorielle. Enfin, en tout cas, j'essaie via des collaborations, mais j'aimerais resituer le changement climatique, en tout cas, le lien entre le changement climatique, ce qu'on appelle les événements climatiques extrêmes, notamment les feux de forêt, mais aussi les périodes de canicule qui augmentent au Canada, les inondations, l'érosion côtière, l'élévation du niveau des mers et le réchauffement, pas seulement par le biais de canicule, mais le réchauffement global aussi, qui a des effets, je tiens à souligner, pas seulement sur les populations, les sociétés humaines et en finalité la santé, mais également sur la biodiversité. Je pense que c'est la biodiversité est un élément je crois, on ne parle pas assez, malgré qu'il y ait eu une COP15 à Montréal il y a presque un an. Je crois que c'était à cette époque-ci, l'an dernier, qui n'a pas attiré grand monde d'ailleurs, malheureusement. Mais donc, la biodiversité, ce qui met en danger la santé humaine également. Mais il faut, je crois, se rendre compte qu'il faut absolument élargir notre conception. On parle de santé planétaire, ça veut dire on parle de santé humaine, mais également des écosystèmes. C'est excessivement important. Alors, au niveau des résultats de santé, rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a parlé Sarah Maud a parlé de problèmes de santé mentale ou de soutien psychosocial qui est nécessaire. On a également des problèmes de maladies infectieuses et notamment vectorielles et transmises par l'eau. La maladie de Lyme ou de Lyme est un des exemples, pas transmise par l'eau, mais comme maladie infectieuse vectorielle. Mais on a également des risques d'augmentation de l'incidence et de la prévalence des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, l'hypertension et d'autres, le diabète notamment, via divers mécanismes. On sait qu'il y a une augmentation. Il y a le rapport de l'initiative Lancet Countdown. Si vous êtes intéressé par la santé et le changement climatique, je vous invite vraiment à le consulter. Le Lancet est une revue de santé dédiée à la santé, c'est une revue internationale, et ils ont une initiative qui s'appelle le Lancet Countdown, donc qui revoit un petit peu via des indicateurs qui essaient de suivre et de monitorer l'évolution et les liens entre le changement climatique et la santé, mais quand même d'une perspective, je répète, très politique. Alors, on sait que les décès liés à la température augmentent, qu'il y a une augmentation des épisodes caniculaires et des sécheresses qui font qu'il y a plus de population qui souffre, qui est affectée par l'insécurité alimentaire et que la capacité vectorielle de certaines maladies augmente, notamment la dengue. Alors, j'aimerais quand même resituer aussi le changement climatique vis-à-vis de l'exploitation et de la combustion des énergies fossiles. On sait que la COP a commencé, donc la conférence des parties a débuté hier. Enfin, il y a eu des précessions avant cela, mais elle commence là, on est en plein dedans, et on sait aussi que la COP et d'autres acteurs évitent de parler, enfin pas simplement d'activités humaines. J'aimerais quand même resituer insister sur le fait qu'il y a des activités plus que d'autres. Et ces activités, c'est notamment l'activité des compagnies pétrolières, et que l'exploitation des ressources, ce sont surtout des compagnies, des multinationales qui sont responsables, ainsi que les gouvernements et les institutions qui soutiennent et qui les financent, notamment les banques canadiennes, qui sont responsables du financement et en grande partie de l'exploitation des énergies fossiles. Et donc, quand on parle de changement climatique, il faut pointer du doigt l'exploitation du pétrole, du gaz et du charbon. Et on sait que le Canada est un des plus grands exportateurs de pétrole, de charbon et de gaz dans le monde. Donc, le Canada est responsable et est à pointer du doigt. Et je dirais que les gouvernements qui les soutiennent sont également à pointer du doigt. Donc, quand on parle de responsabilité individuelle, il faut minimiser, je pense, il faut quand même nuancer cela. Et je pense que c'est important. Ce qui est important, à mon avis aussi, c'est qu'il y a changement climatique, mais il y a d'autres éléments contextuels qui sont importants. Il y a l'inflation, il y a l'augmentation de la pauvreté et des inégalités sociales dans certains pays. Il y a le coût des énergies qui est excessivement important. Je pense qu'il est difficile de parler d'atténuation et d'adaptation au changement climatique sans
garder à l'esprit ces éléments qui impactent énormément une bonne partie de la population, ici au Canada et dans d'autres pays. Un autre élément qui me paraît excessivement important si l'on veut parler de changement climatique, il faut parler de situation de la démocratie. Et on sait que la situation de la démocratie dans le monde ne va pas bien. Je crois que les dictatures et les autocraties sont un problème à l'action climatique ainsi que dans la mesure où elles peuvent, je vais en reparler plus tard, un petit peu plus loin, elles peuvent impacter la participation des communautés. Si j'ai encore un petit peu de temps, vous me direz, Jérôme, ce qui est important d'une perspective sociale et politique à comprendre, et c'est les enjeux des déterminants sociaux de la santé. Il est difficile de parler des événements climatiques dont on en a cité quelques-uns, sans parler de leur interaction avec ce qu'on appelle les déterminants sociaux. Quand j'entends des déterminants sociaux, j'entends aussi les déterminants politiques de la santé. Les déterminants sociaux qui sont notamment la pauvreté. On a parlé des logements, on peut parler de l'insécurité alimentaire, on peut parler de la mobilité, on peut parler des conflits et bien d'autres. Donc, il faut vraiment garder à l'esprit que je veux dire, il faut, à mon avis, s'inscrire dans une perspective, ce qu'on appelle éco-sociale. Donc, si on pense à changement climatique et événements climatiques, il faut aussi parler et comprendre qu'ils aggravent ou exacerbent des situations qui sont déjà présentes dans la société. Ce que je voulais dire aussi, c'est que si on parle d'exploitation de la cause du réchauffement climatique et les exploitations pétrolières, on doit aussi réfléchir à tout ce qui est exploitation des ressources, et notamment l'agriculture intensive, l'exploitation forestière qui est excessivement importante. Alors, voilà, donc il faut resituer le climat vis-à-vis d'autres éléments et d'autres phénomènes dans la société. Je pense que j'ai dépassé mon temps, donc je vais arrêter là. C'est correct. C'était fort intéressant. On n'avait pas envie de vous couper. Merci beaucoup, Patrick. Fleury, je vais vous laisser la parole rapidement quand même, partager un peu sur le sujet. Merci, merci. Je vais aborder le sujet selon un angle de politique publique. Comme l'ont mentionné mes prédécesseurs, la crise climatique est un des plus grands défis de l'histoire de notre ère. Elle remet en cause le droit à la santé, qui est un droit fondamental de l'être humain, que les États se sont engagés à promouvoir dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. De nombreux pays font face à des phénomènes météorologiques extrêmes qui ajoutent une pression supplémentaire aux systèmes de santé qui ont déjà fort à faire face aux épidémies actuelles. Je pense notamment à la pandémie de la COVID-19, mais également à des épidémies de dengue et de choléra qui frappent actuellement l'Afrique. Les hausses des décès et des hospitalisations lors des vagues de chaleur des dernières années, les effets psychologiques des inondations de 2017 et 2019, les tempêtes dans l'est du Québec, les épisodes majeurs de feux de forêt et de verglas de 2023, ainsi que la croissance des cas de maladie de Lyme dans la province représentent quelques exemples concrets que notre climat en changement affecte déjà et continuera d'affecter la santé physique, mentale et sociale de la population québécoise. Des actions fortes pour diminuer ces conséquences sont impératives. D'ailleurs, 57% des adultes au Québec expriment qu'on ne pourra lutter adéquatement contre les changements climatiques sans inclure la dimension de la santé dans les mesures et les politiques. Dans ce contexte, l'accord de Paris, adopté par les partis en 2015, était considéré par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, l'Organisation mondiale de la santé et de nombreuses analyses comme un authentique accord de santé publique. Il s'agit d'un accord qui devait permettre de limiter l'élévation de la température terrestre en dessous de 1,5 degré par rapport au niveau industriel et par la même occasion de réduire les impacts sanitaires du réchauffement climatique. Toutefois, si l'on en croit les derniers rapports, que ce soit du GIEC ou du PNUE, les États ne sont pas sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de température de l'accord de Paris. Il y a donc un risque de manquement à cet objectif et à ses co-bénéfices en santé publique. De même, dans l'accord de Paris, les parties mentionnent la reconnaissance du droit à la santé en matière de lutte contre les changements climatiques, mais le droit à la santé n'apparaît pas dans les décisions finales des COP suivantes, en tout cas des 3 COP suivantes, la COP 22, la COP 23 et la COP 24. Une tentative d'explication pourrait résulter de l'analyse de la présence ou de l'absence de ce droit dans les décisions finales, parallèlement à la temporalité des urgences de santé publique de portée internationale.
Une urgence de santé publique de portée internationale, c'est le plus haut niveau d'alerte épidémique de l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre du règlement sanitaire international. Et l'accord de Paris a été adopté dans un contexte d'urgence de santé publique de portée internationale, la maladie à virus Ebola. Il s'agit d'une zoonose extrêmement grave dont le taux de létalité peut atteindre les 90% et qui a eu un impact médiatique important. Mais l'épidémie suivante n'a pas eu, semble-t-il, un effet transcendantal sur les décisions finales, la maladie à virus Zika ayant une létalité moins importante que la maladie à virus Ebola. J'en veux pour preuve que la première épidémie de maladie à virus Zika, qui a eu lieu en Micronésie et en Océanie en 2007, n'avait entraîné aucun décès ou hospitalisation sur 73% d'habitants infectés. On a décrit plus tard des complications neurologiques, notamment chez les nouveau-nés, mais cette épidémie n'a pas empêché, par exemple, la tenue des Jeux olympiques de Rio, alors que le Brésil était l'épicentre de l'épidémie. Il faut attendre l'année 2019 et le début de nouvelles épidémies particulièrement meurtrières et médiatiques à Wuhan, en Chine, pour que le droit à la santé réapparaisse dans les décisions finales des conférences des parties de manière constante. L'analyse des décisions finales des conférences des parties semble donc suggérer l'existence, sinon d'une corrélation ou d'une association, à tout le moins, d'un rapport de simultanéité entre la gravité des épidémies, leur impact médiatique et la mention d'un droit à la santé dans les décisions finales des cas. Merci. Merci beaucoup, Fleury. C'était fort intéressant. Puis, en effet, je pense que je trouvais ça intéressant d'avoir vos trois perspectives différentes. Et de mon côté, en même temps, ce que je constate, c'est il va y avoir des crises aiguës reliées à toutes les catastrophes, mais aussi des enjeux très chroniques. Et nos réseaux de la santé vont devoir composer avec ces deux facteurs qui vont être en augmentation en même temps. Donc, autant il va falloir être capable de gérer des situations chroniques continues, notamment mettons, au niveau des enjeux de qualité de l'air, mais aussi des épisodes chroniques, que ce soit des vagues de chaleur, des inondations ou autres. Donc, ça va nous demander beaucoup de résilience à nos réseaux. J'enchaîne tout de suite avec la deuxième question. Donc, alors que les changements climatiques ont sans équivoque des impacts négatifs importants et grandissants sur la santé, paradoxalement, le secteur de la santé, comme on disait tout à l'heure, contribue également à l'amplification des changements climatiques. De façon globale, on parle de 4 à 5 %. Comme je disais, au Québec, selon la dernière étude qui est sortie la semaine dernière, on est à 3,4 %. C'est un peu mieux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail à faire. Donc, selon vous, quelles sont les meilleures avenues pour décarboner les pratiques cliniques et rendre nos systèmes de santé plus durables et résilients? Fleury en premier, ensuite Sarah Maud, et je vais compléter par la suite en parlant un peu de ce qui se fait là, présentement au Québec au niveau de décarbonation du réseau de la santé. Merci. Moi, je veux parler des plans nationaux d'adaptation sanitaire et leur rôle, notamment en matière de santé et de changement climatique. Les plans nationaux d'adaptation sont un processus, un ensemble de stratégies qui permettent aux communautés humaines et aux écosystèmes de s'ajuster par rapport au changement climatique et à ses conséquences. Ce plan se décline en plusieurs volets, dont celui de la santé, qu'on appelle encore Plan national d'adaptation sanitaire, ou PNAS. Les PNAS sont très utiles pour rendre les systèmes de santé résilients et durables au changement climatique. Ils permettent par exemple d'intégrer la santé comme une priorité en matière d'adaptation, d'associer le ministère de la Santé dans l'élaboration des plans nationaux d'adaptation afin d'améliorer la compréhension des risques sanitaires, d'identifier de manière exhaustive les risques sanitaires liés au changement climatique et d'évaluer les vulnérabilités, et enfin, de mettre en lumière les co-bénéfices en santé publique des politiques d'adaptation. L'Organisation mondiale de la santé a défini des critères de qualité des plans nationaux d'adaptation en santé. Le premier des critères, c'est l'esprit d'initiative et l'environnement favorable. Les plans nationaux d'adaptation sanitaire doivent être conçus avec la participation active du ministère de la Santé au processus d'élaboration et de mise en œuvre. Aussi, ces plans doivent contenir une planification et une programmation sanitaire basée sur les données relatives au climat. Le deuxième critère, c'est la coordination intersectorielle et la cohérence des politiques. Et les plans nationaux d'adaptation sanitaire doivent contenir une coordination, une synergie d'action avec les autres secteurs qui sont déterminants pour la santé. Je pense notamment, par exemple, à la question de l'accès à l'eau potable, à la question de la pauvreté, comme l'évoquait un de mes prédécesseurs.
Le troisième critère, c'est le traitement exhaustif des risques sanitaires sensibles au climat. Les plans nationaux d'adaptation sanitaire doivent reposer sur des bases factuelles. Ils doivent contenir un traitement exhaustif des risques sanitaires sensibles au climat, propre à chaque contexte spécifique. Il faut également hiérarchiser les risques sanitaires sensibles au climat. Le quatrième critère, c'est le traitement exhaustif des options et des mesures d'adaptation. Les plans nationaux d'adaptation sanitaire doivent contenir des options d'adaptation exhaustives pour traiter les risques sanitaires sensibles au climat identifiés précédemment. Ils doivent également contenir un examen des facteurs de vulnérabilité pour concevoir et cibler des mesures d'adaptation. Et enfin, il faut hiérarchiser les mesures d'adaptation au secteur de la santé. Le cinquième critère, c'est la dotation des ressources. Ils doivent contenir une estimation des ressources nécessaires à la mise en œuvre et une stratégie de mobilisation des ressources. Enfin, le dernier critère, c'est le suivi, l'évaluation et la communication des résultats, ainsi qu'un mécanisme d'itération périodique. Une analyse des plans nationaux d'adaptation en santé des pays en développement sur la base de ces critères montre l'existence de nombreuses limites. Ces limites sont d'ordre technique, technologique et financier. Il existe de nombreuses carences en matière d'identification des risques sanitaires et d'évaluation des vulnérabilités. Par exemple, certains pays qui sont durement touchés par des épidémies de maladies à virus Ebola ne mentionnent pas cette zoonose comme un risque sanitaire. D'autres qui mentionnent par exemple la malnutrition comme un risque sanitaire ne proposent pas de mesures pour y répondre. Les pays en développement n'ont pas accès à des données contextuelles, à des données nationales en matière d'évaluation des vulnérabilités et des risques sanitaires liés au changement climatique. Merci. Merci beaucoup, Fleury. Sarah Maud? Merci, Jérôme. Bon, avec mon expérience professionnelle puis mon profil, je peux pas moi non plus m'avancer sur comment décarboniser le réseau de la santé, mais alors moi, je vais aborder la question plus à comment on peut renforcer la résilience des systèmes de santé et, et dans le fond, surtout la santé au niveau communautaire. Donc, en fait, quelle est la place des communautés dans ce processus-là? Et dans le fond, pour bâtir la résilience du réseau de la santé, puis en fait, je vais parler des communautés, mais juste avant, ce que je voulais amener comme premier point, c'est que le réseau de la santé, pour faire face au changement climatique, doit lui-même s'adapter et doit lui-même faire un examen de quelles sont ses vulnérabilités vis-à-vis des événements climatiques. Parce que l'objectif, c'est que le réseau soit en mesure de prévenir des bris de service. Donc, parce qu'un des éléments importants dès qu'il y a un événement climatique, puis il faut qu'on intervienne en d'urgence pour une population, c'est qu'il faut que la population ait rapidement accès à des soins de santé physique, mais aussi des soins de santé au niveau de la santé mentale. Donc, je dirais que c'est un des premiers points. Donc, c'est vraiment de faire une évaluation des vulnérabilités. Puis je pense que Fleury t'a touché vraiment comme au point d'analyse de vulnérabilité. Mais sinon, si je reviens au niveau communautaire, je pense que si on parle aussi d'évaluer les vulnérabilités, c'est là qu'il faut prendre en compte que c'est la communauté, c'est la population elle-même qui va être le mieux placée aussi pour pouvoir contribuer à cette identification de vulnérabilité-là. Et parce que les vulnérabilités vont varier de communauté en communauté. Et on peut pas aborder la préparation à faire face à des événements climatiques de façon large et générale. Donc, c'est là qu'il faut impliquer la communauté puis vraiment la mettre au centre de l'identification des vulnérabilités et l'identification des mesures d'adaptation également. Et dans le fond, ce qui m'amène à dire que, à titre de mouvement, le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le mouvement international, ont justement identifié 6 pistes d'action qui ont été soumises justement dans le cadre de la COP28, et l'une d'entre elles est le renforcement de la résilience des systèmes de santé. Et cela passe par, en investissant dans les soins de santé primaires. Donc là, on revient au volet prévention. Et là, je fais le lien avec ce que Patrick a mentionné plus tôt, c'est que les changements climatiques vont exacerber ce qui est déjà présent, n'est-ce pas? Donc, si on peut essayer de faire un maximum de prévention avant qu'un événement climatique arrive, on va avoir un meilleur impact, puis les personnes vont être en mesure de se remettre plus facilement. Donc, le volet santé primaire est important là-dedans.
Également, là, j'oublie qui a mentionné le volet accès à eau potable, mais tout le volet eau, assainissement et hygiène. Donc, c'est aussi quelque chose dans lequel il faut investir, il faut il faut que ça soit rapidement pris en compte aussi après un événement climatique. Est-ce qu'on a accès à de l'eau? Est-ce que l'eau, elle est potable? Est-ce que les gens ont les moyens ont accès à des latrines? Est-ce que l'hygiène est correcte pour justement prévenir déjà un volet de maladies transmises, liées à l'eau? Et ensuite, comme je mentionnais, c'est également de soutenir les effets de préparation au niveau communautaire et de vraiment s'assurer de les impliquer, d'impliquer les communautés dans l'identification des vulnérabilités et des mesures d'adaptation. Merci beaucoup, Sarah Maud. Patrick, vous vouliez mettre quelques mots rapidement? Oui, je vais dire quelque chose rapidement, effectivement. Non, je voulais simplement resituer l'adaptation par rapport à l'atténuation. On parle beaucoup d'adaptation, mais il faut comprendre aussi que les mesures d'adaptation, si tant elles qu'elles elles sont pertinentes et nécessaires, la meilleure adaptation possible au changement climatique, c'est d'atténuer le réchauffement, c'est-à-dire de réduire une fois encore les émissions de gaz à effet de serre et donc l'exploitation, la combustion des énergies fossiles. Pour revenir au niveau du secteur de la santé, on n'a pas le temps de dire ce qu'on entend par le secteur de la santé, quels sont les acteurs du système de santé et des services sociaux. Moi, j'aurais tendance à dire peut-être, mais il faudrait une étude comparative pour vérifier ce que je suis occupé de dire, mais sans doute qu'en mettant plus de ressources à la fois humaines et financières dans les institutions de santé publique et dans les services sociaux pour que l'on puisse situer la maladie, la santé, le bien-être plutôt dans une perspective de prévention des maladies et de promotion de la santé. À mon avis, ça nous permettrait de sortir des hôpitaux et de sortir de la logique biomédicale et clinique de la santé. Je ne suis pas occupé de dire que les hôpitaux ne sont pas nécessaires, mais on sait que 60% du budget de la santé, si je ne me trompe pas, est destiné à l'hôpital, enfin aux hôpitaux, aux médecins et aux médicaments, c'est-à-dire à la logique hospitalo-curative, etc. C'est nécessaire, mais il est possible, à mon avis, il serait pertinent de redistribuer les ressources pour s'engager vers plus de prévention, de promotion de la santé et du bien-être. Merci. Merci beaucoup. Puis, en effet, là, je rebondis directement. L'impact carbone de notre réseau de la santé est principalement situé aussi dans nos hôpitaux. C'est là qu'on a le plus grand impact. Ceci dit, il y a quand même beaucoup de choses qui se font présentement au Québec pour essayer de décarboner notre réseau. Il y a une mobilisation du ministère. C'est pas nécessairement ce dont ils parlent le plus dans les médias. Ils ont assez de choses à gérer dans le réseau de la santé en ce moment. Mais somme toute, il y a quand même une mobilisation au niveau des institutions, du ministère et des autres organismes partenaires autour, là, dont, mettons, le Réseau d'action pour la santé durable du Québec, pour vanter un peu l'organisation pour laquelle je fais partie, pour accompagner les établissements. Donc, mettons, moi, je suis au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. On vient de débuter une démarche de bilan carbone pour ensuite se lancer dans un processus de décarbonation. Et je sais qu'il y a d'autres établissements qui l'ont déjà débuté aussi. Donc, il y a des mouvements un peu plus grands, à plus long terme, parce que c'est long faire un bilan carbone et puis faire une décarbonation, surtout lorsqu'on fait les 3 scopes, donc scope 1, 2, 3. Mais il y a aussi plusieurs petites initiatives qui se font dans les pratiques cliniques, donc soit au niveau de l'usage des gaz anesthésiants qui peuvent être un gaz à effet de serre très potent. Au niveau des médicaments, donc les pompes à aérosol, le fameux Ventolin, qui a un impact aussi, qui est un gaz à effet de serre qui peut être remplacé par des médicaments en poudre facilement. Mettons, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement qui fait beaucoup de sensibilisation auprès des médecins pour qu'ils changent les médicaments qu'ils prescrivent. Il y a une campagne en ce moment qui est inspirée de Gloves Off, là, qui avait été faite en Colombie-Britannique, qui au Québec, ça a été traduit pour les gants pas tout le temps, pour diminuer l'utilisation des gants, qui a un avantage au niveau de la production de déchets, mais aussi au niveau prévention des infections, en fait, là, parce que l'utilisation
non adéquate des gants, en fait, augmente le risque de propagation des infections. Donc, il y a beaucoup quand même de petites initiatives à petite et grande échelle qui se font à travers le réseau de la santé. Et je vais terminer, dans le fond, avec une autre plug, mais il y a bientôt Phare Climat, qui est une plateforme là, de répertoire des initiatives en développement durable qui existe déjà depuis 2017, principalement par rapport au milieu municipal, mais on était supposé faire le lancement la semaine prochaine. Finalement, ça va peut-être être reporté un peu plus tard, là, après la grève, mais qui va avoir tout un volet au niveau de la santé pour faire un lancement, pour faire un répertoire des différentes initiatives de développement durable qui sont faites dans le réseau de la santé et permettre une réplication entre les différents acteurs. Donc, aussi, là, si vous voulez suivre le réseau d'action et Cascade et le RN-CREC, le réseau national des conseils régionaux en environnement du Québec. C'est un partenariat et vous allez voir les invitations pour le lancement prochainement. Je continue. Au niveau des questions, parce qu'on dépasse à chaque fois notre temps. Donc, la prochaine question s'adresse spécifiquement à Fleury. Les populations et les communautés impactées par les changements climatiques ont un rôle important à jouer dans la conception des stratégies et des solutions à mettre en œuvre pour atténuer les risques pour leur santé. Comment s'assurer que les besoins et solutions identifiés par les populations peuvent être traduites dans les politiques publiques? Si je vais aborder la question selon un angle de politique publique, comme tout à l'heure, à travers notamment la recherche-action. Donc, dans un premier temps, je vous parlerai de la recherche-action et des différentes étapes. Et dans un second temps, je prendrai un exemple tiré du contexte québécois pour montrer comment la recherche-action peut permettre d'améliorer le dialogue entre les communautés locales et les gouvernements en matière de politique publique climatique en santé. La recherche-action est une méthode participative qui vise à produire des connaissances utiles à la résolution des problèmes sociaux tout en impliquant les acteurs concernés dans le processus de recherche. Et ces acteurs qui sont concernés par le problème de santé ou par le problème social deviennent ainsi des co-chercheurs. La recherche-action se déroule en plusieurs étapes. On a l'identification du problème ou du besoin. Il s'agit de définir clairement le problème à résoudre ou le besoin à satisfaire. Ensuite, on a l'établissement d'un plan d'action. Il s'agit à cette étape de définir les objectifs à atteindre, les hypothèses à tester, les méthodes à utiliser, les ressources à mobiliser, les indicateurs à mesurer ou encore le calendrier à respecter. La troisième étape, c'est la mise en place du plan d'action. Il s'agit de mettre en œuvre les actions prévues dans le plan en respectant les principes éthiques et déontologiques et en assurant la participation des acteurs concernés. On a ensuite l'évaluation des effets de l'action et l'analyse des résultats. Il s'agit de mesurer les impacts de l'action qu'on a menée sur le problème ou le besoin en utilisant les indicateurs définis dans le plan et en comparant les résultats obtenus avec les hypothèses formulées. La dernière étape, c'est celle de la conclusion de la recherche et du partage des résultats. C'est l'étape de la diffusion des apprentissages. Il s'agit de tirer des enseignements de la recherche-action en synthétisant les résultats, en répondant à la problématique, en formulant des recommandations et en proposant des pistes d'amélioration ou de poursuite de l'action. La recherche-action peut permettre d'améliorer le dialogue entre les communautés locales et les gouvernements en matière de lutte contre les conséquences sanitaires du réchauffement climatique, car elle met en place un espace de dialogue, de co-construction des politiques publiques entre les acteurs communautaires, les gouvernements et les chercheurs. Pour illustrer mon propos, je prendrai un exemple tiré du contexte québécois. Il s'agit du programme appelé Évaluation de la vulnérabilité régionale au changement climatique et plans d'adaptation régionaux au climat en santé publique. Les objectifs de ce programme sont d'élaborer un plan régional d'adaptation en santé publique au climat changeant, incluant des propositions de mesures à mettre en œuvre par la santé publique et ses partenaires régionaux. Il s'agit des municipalités, mais également des organismes communautaires qui regroupent les populations qui sont concernées par les problèmes de santé. On a le renforcement de la collaboration à l'interne et à l'externe de la santé publique afin de favoriser la complémentarité des actions régionales de lutte contre les changements climatiques, la sensibilisation des acteurs régionaux aux effets sur la santé du climat changeant
ainsi qu'au rôle de la santé publique dans la lutte contre les changements climatiques et l'accompagnement des partenaires régionaux pour réduire les impacts sur la santé liés au climat changeant. Donc, à chacune de ces étapes et pour chacun de ces objectifs, les personnes qui sont concernées par le problème de santé ou par les conséquences sanitaires du réchauffement climatique sont intégrées dans le processus. Il s'agit d'une démarche de co-construction qui met en jeu plus de 1000 personnes issues des milieux municipaux, communautaires, de la recherche, ainsi que divers départements des centres intégrés de la santé et des services sociaux, et des centres intégrés universitaires de santé et des services sociaux. Plusieurs ministères et organismes participent aussi au projet, dont le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère de la Sécurité publique et le regroupement national des conseils régionaux en environnement du Québec. Cette démarche de co-construction des politiques publiques en matière de lutte contre les conséquences sanitaires du réchauffement climatique favorise le dialogue entre les différents acteurs. Et il permet aussi aux autorités locales et nationales de mieux comprendre les savoirs, la culture, les habitudes des communautés locales, ainsi que leurs besoins réels en matière de santé. Voilà. Merci beaucoup, Fleury. C'était fort intéressant. J'enchaîne avec une prochaine question pour Patrick. Donc, les changements climatiques peuvent avoir des Jérôme, impacts sur la santé de tous les vivants, dont bien entendu la santé Jérôme, humaine. Oui, excusez-moi, est-ce que j'ai le temps de réagir? Pas du tout par rapport à la question. oui, Non? rapidement. Non, voilà, rapidement, merci à ce qui vient d'être dit, mais ça, c'est pour la théorie. Je suis un grand défenseur de la pertinence de la recherche participative. Je voulais simplement resituer, et il me semble qu'on est dans un moment très difficile, c'est-à-dire que les conditions de la participation ne sont pas réunies, à mon avis, et ce qui me fait dire de nouveau qu'il faut il faut regarder les conditions et le contexte. Il faut remettre en contexte. Je ne crois pas qu'au Québec ni au Canada, on soit vraiment dans une logique participative. On a plus l'impression, à mon avis, que les décisions sont prises dans les hautes sphères, mais que les dites communautés n'y participent pas à ces décisions. Je prends pour exemple l'Université de Montréal, où je me situe. On est en renouvellement de la convention collective et on a vraiment l'impression qu'il y a une fragmentation, une division entre la direction de l'université et la communauté des professeurs notamment, où on a l'impression on ne fait pas partie de la décision. Alors je crois que cette remarque locale, dans le territoire qui m'occupe et là où j'ai mon bureau aujourd'hui, à mon avis, n'est que l'expression d'une problématique à la fois provinciale, à la fois nationale au Canada, mais également à la fois globale, c'est-à-dire qui décide de quoi. Et je crois qu'on est actuellement dans un monde où ce sont les riches et les privilégiés qui décident, ce sont les grandes compagnies, c'est le milieu des affaires. Et je crois que si le mouvement citoyen veut reprendre de la voie, il faut absolument arriver à collectiviser, à se mettre ensemble pour pouvoir opposer et mieux balancer les rapports de pouvoir entre les dites communautés et les décideurs. Voilà. En effet, merci de la précision. Puis je pense que c'est important que en effet, pas tout le temps évident. C'est un défi perpétuel et puis il suffit pas d'inscrire que c'est une action participative pour qu'elle le soit vraiment. Donc, je reviens à la question qui était, les changements climatiques peuvent avoir des impacts sur la santé de tous les vivants, dont bien entendu la santé humaine. Cependant, ces impacts peuvent être différents et avoir des répercussions disproportionnées sur certaines populations. Croyez-vous qu'il existe des solutions uniques et exportables pour adresser les enjeux sanitaires liés au changement climatique? Sinon, comment intégrer les dimensions culturelles dans la réponse aux enjeux climatiques au niveau de la santé? Patrick, à vous la parole. Merci. 9h14. Alors, on a déjà parlé de vulnérabilité. Je vais revenir là-dessus. Alors, on sait qu'il y a des événements. Le changement climatique est un phénomène global. Cela dit, la manière dont il se décline et a des impacts sur les territoires et localement varie selon les espaces, selon la géographie, les territoires, mais également selon le temps. Donc, il y a vraiment une composante spatiale et temporelle au changement climatique. Donc, il est quand même important de se souvenir et que ce sont les régions, les pays, les territoires, les familles, les individus
qui vont subir les impacts de ces éléments. Ça veut dire que donc tout le monde ne va pas être exposé de la même manière et en même temps. Alors, je pense que en ce qui concerne la vulnérabilité, il est important, si les concepts ne sont pas des solutions, en tous les cas, ils nous permettent d'éclairer l'action, je crois, et donc la nécessité de faire un lien entre les idées et l'action. Il faut simplement se souvenir, ou simplement en tout cas, souvenons-nous que la vulnérabilité n'est pas quelque chose qui est là comme ça dans la nature. La vulnérabilité est à la fois construite, mais surtout produite. C'est-à-dire qu'il y a des composantes globales, les grandes politiques internationales, ce que décident les grandes institutions, qui vont déterminer et avoir des effets sur la vulnérabilité plus locale. Donc ça, c'est la première chose dont il faut se souvenir. N'importe quelle décision peut avoir des impacts négatifs, plus souvent, à mon avis, négatifs pour le moment que positifs pour les communautés, les dites communautés locales, donc les territoires locaux. Il y a aussi des éléments internes à la vulnérabilité. Il y a des éléments internes qui font que les événements climatiques vont déterminer l'exposition de certaines populations à, par exemple, une canicule. L'aménagement du territoire, et là on revient aux politiques publiques, sont excessivement importantes pour atténuer éventuellement les effets des événements climatiques. On sait qu'à Montréal, par exemple, il vaut mieux habiter dans certains quartiers que d'autres, on sera moins impacté. Je voulais revenir également sur ce qui détermine de point de vue interne la vulnérabilité, c'est le statut social et économique, c'est la situation sanitaire, sociale, économique dans laquelle vivent les individus, les familles et les communautés. On sait aussi que la capacité des individus, des familles, des communautés à s'adapter au changement climatique va être fonction non seulement des éléments extérieurs, mais d'éléments intérieurs, notamment des programmes, du soutien, mais également de ce qu'on appelle la connaissance, l'information. L'accès aux ressources est excessivement intéressante et importante. C'est pour ça que je crois qu'il faut absolument parler de biens communs et également la question des réseaux. Et donc, c'est là où à la fois la santé publique, mais également les sciences sociales, les disciplines de l'intervention sociale, notamment l'école de travail social et les travailleurs sociaux, peuvent trouver un rôle au niveau de la réduction de la vulnérabilité et tenter de favoriser l'adaptation des communautés aux impacts du changement climatique. Il y avait une petite question culturelle, je crois, c'est-à-dire de savoir si la contribution de l'aspect culturel, je dirais qu'il y a des grands cadres d'adaptation, notamment dans le secteur de la santé, qui sont proposés par les grandes institutions internationales, notamment le groupe intergouvernemental pour l'évolution des experts pour l'évolution du climat, l'Organisation mondiale de la santé, on en a parlé, mais également la PAHO, l'organisation, ça c'est en anglais, PAHO, Pan American Health Organization, qui propose des grands cadres universels. Je pense qu'il est excessivement important. Alors oui, ces cadres universels sont intéressants, mais je crois qu'il est important de resituer ces éléments-là dans les contextes plus locaux, avec, comme on l'a dit, si possible, la participation des dites communautés à la décision et à la conceptualisation et l'implémentation des éventuelles mesures d'adaptation. Voilà. Merci beaucoup. La prochaine question est pour Sarah Maud. Bien que le secteur de la santé doit être mieux préparé au changement climatique et offrir des services adaptés aux populations qu'il dessert, les situations d'urgence auxquelles nous sommes actuellement confrontés nécessitent l'apport de solutions rapides. Pouvez-vous nous partager vos constats en tant que gestionnaire en intervention rapide à la Croix-Rouge sur les priorités d'action à déployer dans un contexte humanitaire pour limiter les répercussions sur la santé des personnes touchées? Merci, Jérôme. Oui, alors, quelques solutions, notamment en contexte humanitaire. Ce que je veux juste mentionner, c'est que je vais vraiment aborder la question d'une perspective de gestion d'urgence. Donc, un événement climatique qui arrive, qu'est-ce qu'on met en place rapidement? Mais ça n'enlève pas qu'il y a tout un travail en amont qui peut être fait en réduction des risques, en atténuation et en préparation. Mais si on a un événement climatique, ce qui est important de mettre en place pour réduire les répercussions sur la population,
C'est d'un de s'assurer qu'il y a un moyen d'alerter la population avec des consignes claires sur comment se protéger et quoi faire face à cet événement climatique qui s'en vient. Donc, c'est le premier élément. Ensuite, l'événement climatique se produit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir les personnes et qui va avoir un impact sur leur santé globale? C'est de s'assurer que les gens ont un accès à un hébergement d'urgence sécuritaire, à des vêtements qui vont être adaptés à la température, à des produits d'hygiène de base, notamment pour préserver la dignité des personnes. Et également à l'alimentation, idéalement adaptée culturellement, parce que l'alimentation a un grand impact sur la santé. Et quand on a un événement perturbateur, on n'a pas nécessairement accès aux mêmes aliments, au même type d'alimentation. Et comme on l'a déjà mentionné, l'eau potable. Donc, c'est très, très concret là, comme action, mais c'est vraiment aussi l'approche qu'on a quand on arrive pour soutenir une communauté. Ensuite, dans certains contextes, je reviens encore, mais il faut s'assurer à cet élément-là, mais il faut s'assurer que les gens aient accès à des latrines, à des douches, qu'elles soient accessibles pour tous les membres de la communauté, femmes, enfants, personnes en situation de handicap, personnes aussi issues de minorités. Il faut que ça soit accessible. Donc, mettre la communauté au cœur de ces décisions-là sur comment bien installer les latrines, les douches, etc. Et on revient également en même temps au point de vue de l'eau, de l'assainissement et de Ensuite, il faut qu'on soit en mesure de rapidement offrir les premiers secours psychologiques aux personnes. Les gens vont être en état de choc, les gens vont vivre du stress. Et un de nos rôles au niveau de la Croix-Rouge, c'est de s'assurer aussi de pouvoir mettre en lien les personnes avec d'autres références pour que les personnes puissent recevoir du soutien et des ressources complémentaires. Donc, en règle générale, on travaille étroitement aussi avec les membres du système de la santé pour s'assurer de faire du référencement si on rencontre des personnes touchées par un événement qui ont besoin de soutien davantage. Donc, de pouvoir offrir ces services-là, d'offrir ce type de service là où les personnes se trouvent aussi. Hein. Il faut que, si on doit offrir d'un soutien psychosocial, il faut qu'on aille à la rencontre des personnes. On ne peut pas s'attendre à ce que les personnes aillent chercher l'aide par elles-mêmes. Elles sont déjà dans un environnement qui est perturbé. Ensuite, si on continue un peu plus loin, c'est de s'assurer de soutenir la population pour rétablir leurs moyens de subsistance le plus rapidement possible. Si j'ai perdu mon travail, si j'ai perdu accès à mes champs parce qu'il y a une inondation, parce que les champs ont été détruits, comment je peux retrouver un moyen de subsistance le plus rapidement possible pour que les gens puissent retrouver un revenu et retrouver le contrôle sur leur mode de vie. Donc, c'est vraiment comme une suite de mesures à mettre en place pour soutenir les personnes dans un événement perturbateur. Puis après, je dirais même qu'une étape plus loin, c'est comment on les soutient dans l'identification des prochaines étapes dans le cadre de leur rétablissement. Donc, il faut penser au rétablissement avant même qu'un événement climatique arrive. Savoir comment on va pouvoir aider les personnes. Voilà. Merci beaucoup, Sarah Maud. Et puis, je t'écoutais parler notamment des enjeux de nutrition dans les premiers moments. Ça me faisait penser à un documentaire que j'ai vu récemment, Milk, où est-ce qu'on parlait de l'allaitement dans des situations de crise humanitaire, puis comment en fait ça peut être très bénéfique de ne pas être dépendant des formules. Et puis ça a augmenté beaucoup la résilience des femmes et des enfants dans une situation de crise. Et en plus, ben, ça a des bénéfices pour la santé et même pour l'environnement parce qu'on ne produit pas de déchets avec la formule. Mais comment ces petites choses, des fois, qui nous paraissent pas nécessairement évidentes, mais en faisant la promotion de l'allaitement, on augmente la résilience de nos communautés face à une crise climatique. Je trouvais ça intéressant de penser à ça aussi, là, pour qu'on ne soit pas dépendant, justement, d'aide extérieure. Donc, il nous reste un peu de temps. On va passer tout de suite à la période d'échange avec les participants. Donc, je pense qu'il y avait déjà une question qui avait été posée dans le chat par Guillaume Moreau. Et puis, pour nos panélistes, là, je vous invite aussi à y répondre en essayant d'être le plus positif possible et en étant dans les modes de solution pour conclure ce petit déjeuner ce matin. Guillaume, à vous la parole. Normalement, Guillaume devrait avoir la parole. Oui, est-ce que vous nous entendez, Guillaume? Bonjour.
Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, parfait. Je vais retrouver ma question, juste pour... je vais la reformuler parce que c'est ça, il y a une petite prémisse nécessaire, là. Présentement, on est quand même dans une situation où est-ce que, par exemple, le système de la santé nécessite beaucoup de plastique. 67% des outils dans les blocs opératoires sont en plastique. On a besoin d'import-export avec le pétrole. On a donc besoin du pétrole. Puis, par exemple, pour les médicaments, l'import-export des médicaments, juste des éléments d'infrastructure de base là, du système de la santé. Puis, on sait que selon les recherches sur l'énergie, qu'on peut pas on peut pas répondre aux besoins énergétiques avec les énergies renouvelables, c'est impossible. Puis qu'on a atteint le pic pétrolier aussi, donc on va voir une chute aussi au niveau des ressources pétrolières, au niveau du sable aussi pour juste le maintien des infrastructures de santé, les buildings. Il va y avoir une chute aussi. On est vraiment sur plusieurs boucles de rétroaction qui vont toutes chuter. Si on se base sur la théorie des systèmes complexes, sur le système World, tout ça, il y a vraiment, on se retrouve vraiment dans une situation systémique beaucoup très, très, très complexe. Puis c'est carrément les infrastructures et la racine du fonctionnement même du système de la santé qui présentement est en jeu. Quand j'entends les solutions qui sont apportées, c'est beaucoup des solutions qui sont reliées à de l'adaptation, à de la résilience, mais au moment où, avec aussi les limites planétaires, les 6 limites planétaires qui sont dépassées, au moment où les boucles vont chuter, puis qu'on va parler vraiment d'une incapacité à avoir accès à de l'import-export, à des ressources qui va se faire de façon exponentielle et rapide. Les systèmes complexes fonctionnent comme ça. Donc, on va pas, ça sera pas graduel, c'est vraiment une chute qui va nécessairement se passer. Puis même si on se prépare, cette chute-là, les données le disent, on peut pas revenir en arrière, on va la vivre, on peut la limiter, mais on peut pas on peut pas la rendre, on peut pas ne pas la vivre finalement. Fait que je me demande par rapport aux solutions qui sont encore apportées aujourd'hui, puis que j'entends tout le temps qui sont remâchées un peu. Comment répondre à ça? Parce que même si on a on se prépare à offrir plus de services, offrir plus de soutien psychologique, offrir plus de services aux personnes en situation de précarité, une fois qu'il y a une incapacité du système à simplement fonctionner, toutes ces mesures-là vont être nécessaires, sont super importantes, mais vont en partie devenir un peu caduques. Puis par rapport à ce problème-là racinaire systémique, est-ce que vous avez des solutions ou des pistes de réflexion? Parce que j'ai l'impression c'est plus profond que les discussions qu'on a, la problématique auquel on fait face selon tous les derniers rapports, puis la situation réelle, là, la problématique socio-écologique qu'on vit. Donc voilà, c'était ma question pour aller plus en profondeur finalement, là. Mais, merci Guillaume. En effet, je pense que c'est une question qui est fort intéressante et puis qui vaut la peine d'être posée. Moi, de mon bord, j'ai quelques éléments de réponse. Je ne sais pas, Patrick, peut-être aussi. Mais merci pour enfin, c'est plus qu'une question là. Vous répondez déjà vous répondez déjà à votre propre question, mais je pense on n'a pas parlé d'adaptation, on n'a peut-être pas parlé beaucoup d'atténuation, mais je crois que c'est pour ça que il est nécessaire, quand on parle du lien entre changement climatique et santé, de resituer cela dans son contexte et se rappeler effectivement que les meilleures mesures d'adaptation, c'est effectivement d'atténuer, c'est-à-dire de réduire l'exploitation des énergies fossiles notamment. Mais je crois qu'on a parlé également de l'exploitation, on est dans des modèles de société qui exploitons et donc cela a des effets sur la santé planétaire et sur la biodiversité. Donc je crois que c'est tout ce modèle-là, c'est le modèle, je crois que tout le monde a compris et toutes les sociétés ont compris et la majeure partie des gouvernements ont compris qu'il faut changer le modèle de société et changer d'un modèle de performance, d'exploitation, de privatisation vers un modèle qui effectivement
souligne l'importance du bien commun. Je crois qu'il faut être moins riche, du point de vue matériel en tous les cas. Ça, peut-être que tous les gouvernements ne sont pas d'accord avec cela. Et je crois qu'au Québec, effectivement, nous sommes dans un contexte de gouvernement affairiste. La loi 15 ou le projet de loi 15 vient le rappeler que il semble quand même que c'est de nouveau une orientation vers plus de privatisation, vers plus de centralisation, notamment. Et donc, c'est à cela qu'il faut, je dirais, contre cela qu'il faut lutter si l'on veut effectivement donner, ouvrir des voies, des possibilités, un petit peu de lumière au bout du tunnel. Et je crois que effectivement, les institutions, et je crois aussi que la santé publique doit être beaucoup plus courageuse, doit être beaucoup plus ambitieuse et ne pas simplement parler d'activité humaine, ne pas simplement parler de comportement, ne pas simplement parler de consommation, mais pointer du doigt les politiques qui sont potentiellement délétères, l'affairisme, la recherche de richesses matérielles. Je crois que c'est vraiment à cela qu'il faut, je dirais, s'attaquer, qu'il faut remettre en question. Et je crois que là, la citoyenneté et les populations ont une responsabilité. Nous avons, comme chercheurs, les universités devraient également se positionner par rapport à cela, même si elles ne le font pas. Je crois que les universités, les directions d'université doivent également être beaucoup plus courageuses et ambitieuses vis-à-vis d'un modèle de société qui nous fait aller droit dans le mur. Donc, alors, je ne sais pas si c'est une solution, mais je crois que c'est vraiment au niveau des idéologies et de l'organisation sociale, économique et politique qui est pour le moment, enfin, que nous vivons, qui est intenable, et il faut changer le modèle de société. En effet, je pense qu'il y a quelque chose à changer aussi, je suis d'accord. Puis, dans la façon dont on conceptualise aussi nos soins de santé et nos services sociaux, il y a, tu sais, il y a une décroissance à faire au niveau de notre société, mais je pense qu'il faut faire la même chose aussi dans notre réseau de la santé. Et puis, on commence de plus en plus à en parler. C'est quand même un mot qui est décroissance, là, qui est un peu tabou. Et pourtant, tu sais, on commence à le nommer de plus en plus. C'est des mouvements pour réduire le nombre de prescriptions, réduire le nombre d'examens, augmenter le financement, les efforts qui sont mis en prévention de la santé. Au final, c'est rendre nos sociétés plus résilientes. Et puis en les rendant plus résilientes, en augmentant euh, le quotient de santé de nos populations, eh bien, on va être moins dépendant de notre réseau de la santé et de son impact négatif là, sur l'environnement et sa dépendance au niveau de l'import-export. Donc, je crois qu'il faut penser de la même chose au niveau de notre santé que pour le reste de notre économie puis de notre société. C'est une décroissance aussi. C'est un retour à l'auto-soin et puis aux mesures de prévention. Ceci dit, facile à dire, plus difficile à faire aussi quand même parce que c'est un changement de mentalité qui va pas mal à l'encontre de ce qu'on a fait dans les 60 dernières années. Je ne sais pas si les autres panélistes aussi voulaient rajouter quelque chose sur le sujet. Oui, moi Oui. j'aimerais juste compléter l'intervention du professeur Klaus en disant que euh, pour moi, il faut adopter un traité international de non-prolifération des combustibles fossiles, en fait. Euh, on est dans un monde qui est dominé par les énergies fossiles. Juste quelques chiffres. En 2020, la pandémie de la COVID-19 et la récession économique mondiale ont provoqué une diminution de la consommation d'énergie primaire mondiale de 4,5% par rapport à 2019. Depuis les années 1960, seuls les facteurs géopolitiques, notamment le premier et le deuxième choc pétrolier mondial, ou économique, notamment la crise financière de 2008 à 2009, ont permis de ralentir ou de diminuer ponctuellement la consommation énergétique mondiale. Mais sur une longue période, cette dernière a été multipliée par 3,5 entre 1965 et 2020, contre une multiplication de 2,5 de la population mondiale. On est dans un monde qui est addict aux combustibles fossiles et je pense que c'est ça le problème. Il faut soigner cette addiction. Et à l'armement aussi. Non, mais je crois aussi, on n'en parle pas Oui, beaucoup. On oui. parle des guerres et de l'armement, mais je crois qu'on est aussi dans une logique insensée de réarmement là maintenant et de dépenses énormes pour faire la guerre. En effet. Bon. Donc, bon, on a déjà dépassé notre temps. Donc, on n'aura pas le temps de poser
de prendre d'autres questions. S'il y a des questions qui étaient adressées à certains intervenants, je vous invite là, aux participants à nous écrire pour qu'on puisse y répondre dans un deuxième temps. Merci tout le monde pour la participation. On va faire peut-être un dernier tour de table. Si vous voulez dire un dernier mot là, aux différents panélistes, Sarah Maud, je te laisse y aller en premier. Alors, merci Jérôme. En fait, je veux dire qu'une heure c'était bien court pour aborder tout ce sujet. Je pense qu'on a apporté vraiment on avait vraiment trois approches, trois perspectives différentes et complémentaires. Mais mis à part de ça, je pense que je vais juste dire un merci à tout le monde. Merci pour l'invitation de participer à ce panel. Merci beaucoup aussi pour ta participation, Sarah Maud. C'était fort intéressant. Patrick? Je vais laisser la parole à Florie. Et puis Parfait. je vais en dernier. Merci, merci. Ce fut un honneur d'avoir été parmi vous et d'avoir participé à ce panel, même si le temps était relativement court. On ne pouvait pas entrer dans tous les détails. Je remercie les Dialogues pour le climat pour l'occasion qui m'a été donnée d'intervenir au cours de ce panel. Merci. Merci beaucoup, Florie. Merci beaucoup également à tout le monde. C'était très intéressant et merci pour l'invitation. Moi, j'aurais simplement un mot très, très utopique, mais je pense qu'il est absolument nécessaire. C'est la solidarité, je crois. Solidarité, et puis alors toutes les personnes, je pense ici à l'éco-anxiété qui est beaucoup mis. Moi, je suis un gros éco-anxieux, mais je crois que y réfléchir, lire et puis partager, participer aux discussions et au réseautage pour réfléchir effectivement à comment on peut faire les mesures à mettre en place pour l'éco-citoyenneté, enfin l'éco-socio-citoyenneté. Je pense que c'est une voie dans laquelle on peut s'engager pour proposer d'autres alternatives au modèle. Tout n'est pas acheté dans le modèle actuel, c'est pas ça que je suis occupé de dire. Certainement pas, mais je crois qu'il y a certainement des choses très importantes à revoir. Merci Super. beaucoup à tout le monde. Merci énormément pour votre participation. Je vois dans les commentaires aussi plusieurs commentaires là, positifs. Donc, j'ose croire qu'on a pu amener des brides de solutions de positivisme ou d'éclairage au moins sur les situations. Et puis, bien, en effet, une heure, c'est court, mais ça veut juste dire qu'il va falloir qu'on le refasse. Donc, vous continuerez à suivre la discussion pour le climat en espérant qu'il y ait d'autres discussions. Et puis, en effet, le panel sur l'éco-anxiété aussi, là, pour lequel vous pouvez vous inscrire. Je pense qu'il va y avoir des discussions très intéressantes qui vont être faites à cet endroit-là également. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à vous, Bonne merci journée. aux panélistes d'avoir participé, à Jérôme d'avoir fait la modération. C'est vraiment apprécié. Puis ça a été, j'ai bu vos paroles, c'était super intéressant. Donc, merci à vous d'avoir accepté de participer cette année au Dialogue pour le climat. Ça a été vraiment instructif. Puis je pense que la salle virtuelle a vraiment apprécié également. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, à la prochaine.